Bon, salut à tous les gars, je vous fais une rapide intro parce que cette vidéo là va être extrêmement complète et j'en suis particulièrement fier. C'est tout ce que tu dois savoir pour entraîner parfaitement tes quadriceps. Ok, donc que tu sois athlète, que tu sois coach, c'est absolument crucial de comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un point de vue application mais également programmation pour réellement faire exploser les quadriceps. Un des muscles qui stagnent le plus, qui sont le moins bien traités, entraînés et compris par beaucoup de pratiquants. Et j'ai eu le loisir de transformer beaucoup de paires de quadriceps pour le coup, de beaucoup de jambes et par extension de beaucoup de physique. Et donc j'ai justement vu les points clés, les récurrences que moi j'ai vu avec mon physique et que j'ai vu avec beaucoup d'autres personnes. Et aujourd'hui je veux te les transmettre pour que tu aies une stratégie, des étapes claires pour réellement décortiquer tout ça et construire ensuite avec toutes ces informations là une méthode qui est adaptée à toi. Et juste avant de démarrer la vidéo, je voulais vous lire un petit retour de l'Imperium. Vous le savez, l'Imperium c'est ma plateforme, mon mouvement de bodybuilding et musculation francophone qui vous apprend absolument tout ce que vous devez savoir, les méthodes, les stratégies, les retours d'expérience, les exemples concrets, les échanges avec les coachs. C'est réellement un lieu unique, et je vous le compreniez, pour échanger avec des coachs de haut niveau et consulter tout leur contenu vidéo, leur podcast, etc. que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Donc chaque semaine, je vous lis ces retours-là, ils sont vraiment importants à mes yeux parce que là, on en a de plus en plus, parce qu'on a beaucoup plus de membres, et comme je vous l'ai dit, il y a 500 places. C'est 500 places limitées, parce que je regardais la qualité des échanges et des contenus avec nos coachs. C'est Paul, qu'on va anonymiser, qui a fait un post sur l'Imperium, c'était des conseils pour une prise de masse optimale. Vous voyez là globalement le début de son post. Il a contextualisé, il nous a expliqué sa situation, il a mis des photos de son profil, il a mis son programme d'entraînement en détail. Et on a pu du coup analyser justement, moi, Luc et Florian notamment, mais on est 8 coachs sur l'Imperium, lui répondre et justement analyser son profil et lui livrer une bonne réponse. Donc du coup, grâce à ce post très détaillé sur l'Imperium, on a pu répondre à Paul en seulement quelques heures. Je crois qu'on était 3 coachs à lui avoir répondu rapidement sur les 8. Donc Paul a répondu là en l'occurrence à Luc, parce qu'il y avait eu Luc, Flo et moi. Salut Luc, merci pour ta réponse détaillée et tes conseils. Effectivement, le total de lipides était trop élevé en off et j'ai même du mal à atteindre ce total, donc baisser une très bonne option je pense. 150 grammes de lipides propres était pas facile, donc une raison de plus. Je vais devoir également revoir le placement du rappel d'épaule sur une autre séance. Et pendant que je vous ai sous la main, je vais aussi vous lire un deuxième retour qui m'a fait beaucoup rigoler tout à l'heure. J'ai reçu en message privé au sein même de la plateforme: je deviens addict au forum LOL. Donc merci Maxime qui m'a spontanément envoyé ce message là. C'est vrai que c'est extrêmement riche, en fait c'est le plus grand cheat code possible. Parce que vous avez affaire, en fait, vous êtes entouré par des personnes qui ont déjà appris de certaines erreurs, de leurs erreurs. Et même si tout le monde apprendra de ses erreurs, c'est crucial d'apprendre des erreurs des autres aussi pour apprendre justement encore plus vite et éventuellement même peut-être dans le temps les dépasser. C'est comme si tu étais une interro à l'école et que tu avais la possibilité de demander les réponses de l'interro au prof et qui te les donnait. Donc les gars, je vous le rappelle avant de passer à la vidéo, on a 500 places max sur le forum qui se remplissent jour après jour. Là rien que le week-end dernier, on a une dizaine de personnes qui sont inscrites. Ça me fait super plaisir. Par contre, on pourra pas prendre tout le monde et je veux absolument garder une qualité d'échange et de contenu au sein du forum parce qu'on a une attention, un temps, une qualité de travail qui est limitée et je veux absolument qu'elle vous serve, mais je veux absolument que ces places-là aillent uniquement aux gens réellement sérieux. Donc je vous le rappelle les gars, c'est le premier lien dans la bio pour obtenir votre accès personnel, votre ticket privé à l'Imperium, et dès lors que vous rejoignez la plateforme, vous avez accès à tout le forum, tous les contenus vidéo à venir, passés et présents, tous les échanges à venir, passés et présents. Vous pouvez parler avec tous les coachs que vous voulez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et échanger et poser vos questions, même votre programme quoi, l'a fait la Paul. Absolument tout est possible sur le forum. Vous avez accès à plus de 50 vidéos éducatives, dont 5 formations, construire son push-pull legs de A à Z, construire son upper-lower de A à Z, construire son full body de A à Z, optimiser ses hormones avec la nutrition et le nutriment timing de A à Z. Énorme formation d'une valeur de 700 € offerte. Donc les gars, le forum c'est the place to be tout simplement. Premier lien dans la bio, foncez, les places sont comptées et on fait des euros tous les jours. Et rapidement les gars, juste avant de démarrer la vidéo, je voulais absolument vous annoncer qu'on va offrir aux 10 prochains abonnés Imperium de la semaine le t-shirt que je porte tout au long de la vidéo. Ce t-shirt là c'est l'aigle, avec noté et brodé sur la poitrine Temporary Pain, Eternal Victory, soit ma devise en anglais, et sur le dos un aigle. Sur ce, bonne vidéo les gars. Bon les gars, dans cette vidéo, vous le savez, on va parler des quadriceps en 6 étapes clés, en une grande présentation. C'est la première fois que j'utilise le tableau blanc, et sûrement pas la dernière, et on va présenter du coup étape par étape les étapes clés pour développer des quadriceps énormes. Que vous soyez coach, athlète, pratiquant avancé, peu importe, passionné, compétiteur, cette vidéo-là, si jamais vous avez du mal à développer vos quadriceps, va réellement être clé parce que c'est comme pour beaucoup de muscles, on a déjà fait la vidéo sur les mollets que j'ai fait à 100% à la salle, comme pour beaucoup de muscles, les quadriceps sont souvent en retard
un retard fréquent, quelque chose qui est soit souvent négligé, et des fois même quand il y a l'effort et qu'il n'y a pas justement cette volonté de les négliger, il y a volonté de faire bien, bah bien trop souvent, même quand la volonté y est, le background, la stratégie, la compréhension des choses n'y est pas. Et le problème c'est que tu peux mettre tout l'effort du monde, si ton plan il est rincé, ton plan il est rincé. Donc à la fois aujourd'hui pour les coachs, les athlètes passionnés, les pratiquants passionnés, je veux vous expliquer étape par étape à travers ces 6 points-là, comment optimiser la progression de vos quadriceps. Parce que j'ai rattrapé les quadriceps de nombreux athlètes, qu'on va vous mettre là à l'écran, de nombreux athlètes, dont les miens, avant tout cela, grâce à mon coach qui m'a transmis énormément de choses, dont ces choses-là, qui sont absolument clés pour comprendre comment enfin développer des cuisses absolument énormes. Ok, donc dites-moi en commentaire sur cette vidéo là si jamais vous voudriez que je traite un autre muscle de cette façon là aussi complète, parce que là on va non seulement traiter 5 des 6 points ici au tableau, mais également le 4e point, exécution, amplitude, tempo à la salle, pour vous montrer clairement comment exécuter les mouvements principaux, les erreurs communes, gérer la position et mettre en application les précédents points pour réellement comprendre au mieux. Cette vidéo-là, c'est l'encyclopédie des quadriceps, c'est simple. On pourrait évidemment y rajouter des choses, mais je veux absolument traiter tous les points qui me paraissent absolument cruciaux et sont trop souvent délaissés, et appuyer sur les choses qui sont trop souvent oubliées, délaissées ou incomprises. Et au-delà de la théorie là, qui est absolument cruciale, et ces points-là que je vais relever, que vous devez prendre en note, il y a également aussi la qualité d'exécution et la façon dont c'est fait, qui est tout aussi important. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on se donne rendez-vous pour le 5e point à la salle, ou le 4e point à la salle, pour que je puisse vous montrer concrètement le rythme avant dans la répétition, l'amplitude adoptée, les différences selon la morphologie, le placement, l'importance, la gestion entre la flexion de genou, la flexion de hanche, le verrou mental adopté, le degré d'intensité, le tempo, les pauses entre les reps, etc., etc., etc. Donc du coup, on va rapidement démarrer tout ça, j'ai hâte, ça va être ultra complet. Premier point, l'anatomie. Comme je vous l'ai dit, je m'adresse à absolument tout le monde, et même d'un point de vue cohérence, je me dois de reprendre même très brièvement les bases, ok? Donc les quadriceps, on va vous mettre à l'écran une image du quadriceps sur une planche anatomique. C'est divisé, donc comme son nom l'indique, quadri 4 et seps muscles, donc 4 muscles, droit fémoral, vaste externe, vaste médial et vaste intermédiaire. Alors où est-ce qu'il se situe? Vous le voyez à l'écran. Le droit fémoral, du coup, c'est le muscle qui est au milieu, ok, celui qui prend un peu plus de place en général selon l'insertion des jambes. Vaste externe, c'est l'une des deux autres grosses parties du quadriceps qui est lui du coup sur l'extérieur. Selon le développement de la cuisse et selon l'insertion et selon la génétique des gens et le galbe qu'on a, c'est justement un des muscles qui peut donner le plus de galbe au quadriceps. Mais on va le voir justement, c'est pas si simple de le cibler. Vaste médial, du coup celui-là c'est celui qui est proche du genou, là juste en bas. Et le vaste intermédiaire, il est pas visible à l'œil nu, mais dans l'idée il est en dessous un petit peu du vaste externe si vous voulez le situer. Mais on peut pas vraiment le voir. On va surtout voir ces trois-là, ok? Bon, ça c'est pour la base, c'est intéressant de le savoir, mais on va surtout passer aux rôles, les différents rôles de quadriceps. Donc on a l'extension de genou, la flexion de la cuisse également, évidemment, la flexion aussi de la hanche, il intervient aussi dans la flexion de la hanche, et la stabilisation du genou. Donc là, on va l'illustrer à l'écran avec un genou qui part sur le côté, sur l'avant. C'est un peu cette idée-là de la stabilisation générale du muscle autour du genou. Bon, ça du coup, c'est le côté anatomique, très simple, les bases, tout ce que vous devez savoir et surtout retenir les rôles, ok? Donc on va pouvoir passer au deuxième point, le choix des exercices. Maintenant qu'on a compris justement comment fonctionnaient les quadriceps et dans quoi ils intervenaient surtout, on va pouvoir comprendre justement comment choisir nos exercices. Et j'y ajoute plusieurs degrés d'analyse, ok? Parce qu'évidemment, comme pour chaque muscle, chaque exercice travaille le muscle différemment et nous offre d'une position de travail différente et un raccourcissement ou un étirement différent du muscle. Donc, on va commencer avec un premier axe d'analyse, c'est l'écartement latéral des pieds. Qu'est-ce que ça va changer? Je vous parlais tout à l'heure du vaste externe, donc sur le côté de la cuisse, qui est difficile en réalité à solliciter. Le seul véritable moyen que vous auriez de le solliciter, ce serait de partir du principe que vous devriez avoir les pieds les plus proches et les plus parallèles possibles. Mais ça encore, c'est dans la théorie, et moi je suis plus d'avis que chacun de ces faisceaux-là se développera de façon proportionnelle et ce sera vraiment difficile de réellement mettre l'accent sur l'une de ces 4 zones-là. Parce que ça reste un muscle qui est, à mes yeux, quand même un tout, et il faut absolument pas commencer à penser qu'on peut vraiment dissocier chaque portion. Pour moi, c'est avant tout des insertions de la génétique, et les quadriceps grossiront d'une façon générale. Donc, l'écartement latéral, moi je vois surtout comme un plus ou moins grand engagement des adducteurs. Parce que là, les adducteurs, en fait vous voyez vos quadriceps comme vos pecs, vos adducteurs comme vos pecs et vos quadriceps comme vos triceps. Plus la prise est serrée, plus il y a de flexion de coude, donc plus il y a de flexion de genou, donc plus c'est les
quadriceps. Et plus j'ai une prise large, plus il y a toujours la flexion de genou, qui est un peu moins prononcée, mais il y a également les adducteurs qui vont aider à cette flexion de genou-là, parce qu'ils rentrent dans, du coup, la prise large qui est dans ils vont davantage être engagés, parce que moi, il y a une prise large, donc une compensation d'adduction. Donc l'écartement latéral, c'est pas tellement en rapprochant les pieds qu'il va falloir se dire je cible mieux mon vaste externe. Alors oui, il va être davantage activé maintenant en termes de résultats, et c'est seulement en termes de résultats que je parle. Sur le long terme, je trouve que c'est pas réellement significatif, ce qui peut... Ça, vous pouvez le tenter, hein, si vous manquez de vaste latéral, vous pouvez le tenter. Par contre, de vaste externe, pardon. Par contre, je promets pas de résultats. Par contre, là où je promets des résultats, c'est en ayant un écartement latéral du coup à l'opposé, donc un écartement de pied beaucoup plus large, qui là va solliciter, ça c'est sûr, vos adducteurs, parce que justement ils compensent sur la prise large, comme vos pectoraux si j'écarte mes mains au développé couché. C'est exactement la même chose, et là par contre les adducteurs sont un muscle à part, du coup un muscle voisin, qui vont ajouter beaucoup de profondeur, de masse, de volume, de largeur à vos cuisses. Ok, parce qu'ils vont remplir l'intérieur de vos cuisses. Et c'est vraiment ça par contre un gros cheat code pour prendre de la masse dans les quadriceps. Enfin du moins, avoir l'air d'avoir des quadriceps plus gros, mais ce sera aussi beaucoup des adducteurs et des gros quadriceps. Donc deuxième point, le degré de flexion genoux et hanches. En fait, chaque mouvement de quadriceps, mis à part peut-être la presse, où on a vraiment le bassin qui est bloqué, c'est que les genoux, et ça on le verra justement dans le poids 4 à la salle. Le degré de flexion genoux et hanches, c'est ultra important de le comprendre parce que chaque mouvement de quadriceps, les squats bulgares, le squat, le front squat, le back squat, le hack squat, les fentes marchées, les fentes statiques, la façon dont vous réalisez aussi chacun de ces exos-là va plus ou moins mettre de tension vers l'avant et vers l'arrière. Donc vers l'avant, vers les genoux, vers les quadriceps, et vers l'arrière, vers les fessiers et les lombaires. Et en fait, c'est pas un souci que les fessiers et lombaires rentrent dans l'équation parce que un squat, des fentes, un squat bulgare, autre chose, vous vous doutez bien que vous allez pas pouvoir vous départir de ce mouvement-là. Et vous voulez pas, de toute façon, vous départir du mouvement de hanche parce que de toute façon, vous aurez pas assez d'amplitude. Et deuxièmement, c'est normal de travailler plusieurs muscles en même temps. Il n'y a pas réellement d'exercice qui isole réellement totalement un muscle. Il y a toujours une petite stabilisation annexe qui intervient. Et là, c'est carrément un recrutement annexe. Il faut pas diaboliser, essayer à tout prix d'éviter la flexion de hanche, mais il faut savoir justement avoir un bon ratio, un bon degré de ratio entre la flexion de genou et la flexion de hanche. Et de prioriser au maximum la flexion de genou. Mais là, encore une fois, ça va dépendre aussi de votre morphologie, de l'amplitude aussi que vous allez vouloir et devoir adapter selon le travail que vous voulez et votre morphologie. Donc, il faut pas diaboliser la flexion de hanche, mais il faut comprendre que plus je vais avoir une flexion de hanche qui est importante, moins j'aurai une flexion de genou qui est importante, et vice versa. Et nous, pour les quadriceps, on veut surtout la flexion de genou. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la flexion de cuisse plus que la flexion de hanche. Les quadriceps interviennent dans la flexion de hanche, mais leurs deux rôles principaux pour les travailler, c'est la flexion de genou et l'extension de genou. Donc on veut, entre ce degré-là, entre flexion de hanche et flexion de genou, une priorité évidemment aux genoux, pour donner une priorité aux quadriceps, et non aux hanches pour pas donner une priorité trop aux fessiers. Mais de toute façon, on va devoir composer avec les deux. Mais quand vous faites vos fentes, on le verra du coup à la salle dans l'exécution, vos fentes, vos squats, si vous voulez, il va falloir évidemment chercher à prioriser, aller vers l'avant, fléchir les genoux au mieux. C'est logique, c'est la base, mais c'est important de le rappeler. Troisième point, l'orientation des pieds naturelle, c'est le numéro 1, c'est l'idéal. Trop souvent, beaucoup de personnes se prennent la tête, parce que là on a parlé, vous voyez, d'écartement latéral des pieds. Celui-là fait sens, oui, on va mettre un peu plus d'accent sur le vaste latéral, bon, quel résultat on va en avoir, ça je suis jamais très convaincu. Écartement largeur d'épaule, on a un juste milieu, c'est un peu 50-50. Écartement large, là par contre on va solliciter les quadriceps, mais également les adducteurs, ok. L'orientation des pieds, j'aurais tendance à vous dire que oui, plus vous allez ouvrir les pieds sur une prise sumo, que ce soit à la presse ou au squat, plus vous allez ouvrir les pieds, plus ça va être simple de facilement recruter les adducteurs sans avoir une prise beaucoup trop large, ok. La prise sumo, la prise pour les adducteurs, c'est les pieds légèrement ouverts et un peu plus large que les épaules. Parce qu'on veut garder de la stabilité, c'est pas les pieds en position naturelle et une prise super large. Parce que non, ça en perd en stabilité, alors que c'est beaucoup plus pratique d'avoir les pieds qui s'ouvrent autant qu'on peut, de façon pas exagérée, assez naturelle, pour que ça gêne pas les genoux et les hanches, et on écarte un peu plus que les épaules, et là, vous allez vraiment pousser sur le bassin, sur les adducteurs vers l'avant, et là, vous allez avoir une grosse mise en tension, que ça soit sur la presse ou les squats, peu importe. Donc c'est ça qui est vraiment important. Maintenant, sur un squat où vous cherchez pas forcément à avoir une position des pieds trop ouverte ou trop fermée, et d'ailleurs, jamais les pieds vers l'intérieur, parce que vos genoux suivent ce que font les pieds, comme là mes bras suivent ce que font mes mains. C'est soit parallèle, soit naturel, soit un peu exacerbé pour les adducteurs, mais jamais trop ouverte, ok. C'est toujours une prise relativement naturelle, avec une petite accentuation vers le parallèle ou alors l'ouverture. Mais jamais un truc de ouf. Donc, orientation des pieds naturels, dans la majorité des cas, c'est l'idéal, surtout si vous cherchez pas à mettre trop l'accent sur le vaste externe, ni sur les adducteurs, et vous voulez avoir une prise
plus ou moins largeur d'épaule et vous voulez simplement être à l'aise dans votre mouvement. L'orientation naturelle des pieds, c'est très simple, vous verrouillez vos fessiers, vos pieds, simplement, vous allez voir votre prise naturelle. Verrouillez vos fessiers, poussez un peu le bassin vers l'avant, vous laissez vos pieds tomber dans la position qu'ils veulent, et vous avez votre position, orientation des pieds que vous voulez. Donc quatrième axe d'analyse, la relation tension-longueur. Comprendre qu'il y a deux types d'exercices, des exercices à forte tension d'étirement et des exercices à forte tension de contraction. Des exercices qui surchargent surtout la phase d'étirement d'un muscle et des exercices qui surchargent surtout la phase de contraction d'un muscle. Souvent l'exercice à forte tension d'étirement, donc surcharge la phase d'étirement d'un muscle, nous offre un peu moins de stabilité mais souvent davantage de gains musculaires. Ok, et un peu moins de force. Par ailleurs, les exercices à forte tension du coup de contraction vont nous permettre d'avoir une amplitude un petit peu plus restreinte souvent, ou un potentiel parfois de prise de masse un petit peu moins élevé, par contre nous génère beaucoup plus de force et beaucoup plus de stabilité. Par exemple, forte tension d'étirement, et c'est le point suivant, forte tension d'étirement, squat, 6-6 squat, fente. Forte tension de contraction, souvent c'est les presses, et le leg extension. Donc c'est un peu ces deux types d'exercices là différents, et c'est pareil pour tous les muscles, ok. Donc, troisième point, le cheat code. Le cheat code pour les quadriceps, celui que j'ai trouvé et celui qui change absolument la donne et qui est beaucoup trop sous-estimé, donc personne parle en réalité, alors que vraiment ça décuple rapidement les résultats. Alors celui-là, il va être un petit peu généraliste. Je vais pas vous donner de ratios, je vais pas vous donner de recommandations très précises, mais je veux quand même vous instaurer cette idée-là pour que vous compreniez ce point-là clé qui m'a grandement aidé, parmi tout ce raisonnement-là, à rattraper les quadriceps de beaucoup de mes clients et les miens. Cheat code. Le stretch, l'étirement. On a fait lien là, avec l'exercice à forte tension de contraction et d'étirement. Et bah, prioriser l'exercice à forte tension d'étirement, comme je l'ai dit, ça permet d'avoir beaucoup plus de masse musculaire. Et je l'ai surtout. Et là, c'est du. Vous savez, je parle souvent de théorie et de terrain. Là, on est sur pas mal de théorie. Là, on est sur du terrain. Parce que, certes, pour n'importe quel muscle, l'exercice à forte tension d'étirement, ça va générer, a priori, en théorie, une prise de masse musculaire beaucoup plus élevée. Mais ça, je l'ai particulièrement remarqué. Et j'ai entraîné tous les muscles de tous mes athlètes et tous les miens aussi, et j'ai progressé sur chacun de mes muscles. Et il n'y a pas un autre muscle sur lequel j'ai autant remarqué que l'exercice à forte tension d'étirement, les priorisés, faisaient autant grossir les quadriceps. Donc, principalement, squat, fente, 6-6 squat. Je vous jure, on va avoir une routine de cuisse, juste squat, une variation de squat, ok, des fentes, et peut-être du 6 à la fin, ou du leg extension. Bon, l'extension, c'est forte tension de contraction. Mais vous pouvez avoir des séances avec que 6 et que squat. Et je vous jure, vous allez prendre des cuisses. Et finalement, vous aurez pas tellement loupé le travail en forte tension de contraction, même si c'est sûr que c'est un travail qui est complémentaire et tout aussi important. Mais je vous parle pas en extrême, hein, je dis pas délaisser la presse, l'extension, non. Faut que ça soit une composante de votre programme. Mais vos priorités, pour vous, vos clients, doivent rester quand même dans l'exercice à forte tension d'étirement. Réellement, j'ai réellement vu la différence. Bien plus que pour le dos, pour un autre muscle. Réellement vu la différence. Mais de façon drastique. Ça veut pas dire que la presse et l'extension sont pas intéressants, si. Mais étirer les quadriceps, c'est l'un des plus gros cheat codes. Quatrième point, on va se retrouver tout de suite à la salle, et plus particulièrement sous la barre de squat. Bon les gars, on passe à l'exécution des exos principaux. On va voir le squat, les fentes, la presse, l'extension. Parce que finalement, la presse, les fentes, le squat, il y a plusieurs variations possibles. Donc au final, les grandes lignes pour l'un va vous permettre de comprendre les grandes lignes pour toutes les autres. Du coup, on va commencer par le squat. Je tenais à dire avant de faire tous ces exos-là et de vous les montrer chacun, c'est que déjà, il y a deux choses absolument cruciales que vous devez vous rappeler dans toutes les exécutions. Okay, au-delà du plafond que je vous montrais là, simplement au niveau du tempo, de l'amplitude et de l'intensité d'avancer dans la série. La première chose, c'est qu'il faut garder absolument, j'en parle souvent, le verrou mental, le fait de se forcer volontairement du début à la fin de la série, de conserver une bonne exécution. Peu importe à quel point ça devient dur, peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point c'est lourd, peu importe le degré d'intensité qui grimpe, peu importe le degré d'effort qui s'intensifie, il faut garder une bonne exécution. La seule variable, et j'appuierai là-dessus, la seule variable qui doit changer au fur et à mesure que la rep avance, si jamais une chose doit changer, parce qu'on peut garder le même tempo du début à la fin, la seule chose qui peut changer, c'est la rapidité des reps qui ralentira. Parce qu'on va pousser, ça va être plus dur, ça met du temps à monter. Bon là c'est pour les jambes, mais voilà, je vous ligne quand même. Il n'y a que le ralentissement de la phase concentrique, donc de la remontée sur un squat, de la poussée sur une presse, ou de la montée sur l'extension, que la phase qui amène à la contraction, qui peut éventuellement ralentir parce que ça se corse, parce que ça devient de plus en plus dur. Mais autrement, la négative garde le même ton, l'amplitude reste la même du début à la fin, et il n'y a pas d'inconfort qui mène à une accélération, ok?
quoi qu'il arrive, comprenez bien que votre corps il va vouloir chercher la facilité. Donc il va chercher deux choses, à accélérer et rendre et terminer le plus tôt possible l'effort. Donc vous dire d'accélérer les reps parce que ça devient dur. Et deuxièmement, il cherche le confort. Donc justement, il veut pas que ce soit dur. Par contre, nous en musculation, on veut justement stimuler la croissance, on veut justement lui donner une bonne raison de changer. Et donc forcément, on veut qu'il y ait cet inconfort-là parce que cet inconfort-là signifie adaptation. Et donc ces dernières reps-là doivent être dures et les plus dures possibles. Et donc il faut garder un bon recrutement, une bonne amplitude, un bon tempo et un bon contrôle général. Donc on va tout de suite démarrer avec le squat, mais je vais vous garder, et je vais le regarder de toute façon, ces choses-là en tête, c'est qu'il faut, peu importe le mouvement, peu importe du début à la fin de la séance, il n'y a pas d'excuse, il faut garder ce verrou mental-là, cette exécution-là verrouillée, du début à la fin de vos séries, du début à la fin de la séance, il n'y a pas d'excuse qui vaut, c'est nickel ou c'est pas fait. Enfin, soit c'est parfait, soit c'est pas fait. Donc simplement, on va garder une bonne exécution de A à Z. Donc du coup, le squat, alors je commence par celui-ci, parce que comme on l'a vu juste avant, l'étirement des quadriceps, mais comme dans n'importe quel muscle en réalité, on jumelle toujours des exercices à forte tension de contraction et à forte tension d'étirement. Là, on se trouve sur un exercice à forte tension d'étirement qui plus est, nous permet de soulever beaucoup de charges. On verra, il y a aussi ici squat que je vais beaucoup évoquer dans la vidéo, qui lui, par exemple, il y a un exercice avec une plus grande tension d'étirement, un plus gros étirement que le squat comme ça standard, mais sur lequel on peut pas autant charger. Par contre, on a un plus gros étirement qui a un gradient. Et le squat, moi là je vous montre à la barre, mais c'est les mêmes conseils pour le squat pendulum, le hack squat, le V squat inversé, le squat à la barre guidée. Et je prends celle-ci parce que du coup, comme je l'ai dit, je prends la base de chaque mouvement, et après vous pouvez garder les conseils pour toutes les variations. Donc le squat, deux grandes choses, gros étirement des quadriceps, ça c'est super, et capacité à mettre très lourd. Donc en fait, on joint deux choses très intéressantes, comme sur les fentes aussi, mais là surtout sur le squat, on a les deux jambes, on est stable, donc on va en profiter. Donc, très simple, hop. Moi je surlève mes talons, parce que ça me permet justement, comme je vous l'ai expliqué, d'avoir la flexion de genou qui est facilement prédominante vis-à-vis de l'extension de hanche. Comme je l'ai dit, les quadriceps, ils bossent sur la flexion de genou et l'extension de hanche, mais évidemment, ils sont bien plus sollicités, ils nous servent bien plus sur la flexion de genou. Donc on va vouloir, sur tous les mouvements de squat, tous les mouvements mixant flexion de genou et flexion de hanche, les squats, les fentes, le squat bulgare, tout ce que vous voulez, avoir davantage de flexion de genou que d'extension de hanche. Mais évidemment, on peut pas faire que de la flexion de genou si on n'a pas assez d'amplitude, on ne tire pas assez le quadriceps, c'est simplement, c'est pas intéressant. Donc là, faut pas oublier que notre principal but, ça va être d'étirer les quadriceps. Donc que vous descendiez à 90 ou complet, le but c'est d'étirer les quadriceps. Donc il faut quoi qu'il arrive ce mouvement de hanche. Mais si je devais vous donner une proportion, ce serait 60 à 70%, si ce n'est plus, de flexion de genou et le reste, les 20 à 30% à 40%, en extension de hanche qui vient compléter le mouvement. Donc un gros conseil que je vais vous donner là-dessus, c'est de commencer à amorcer votre mouvement de squat avec les genoux et de le finir en ajoutant l'extension de hanche, le mouvement de bassin. Maintenant, on a tous des morphologies différentes, que ce soit la longueur des jambes vis-à-vis du tronc, donc la longueur des jambes vis-à-vis du tronc, que ce soit la longueur de nos tibias vis-à-vis de nos fémurs, on est tous très différents, c'est compliqué pour certaines personnes de squat. C'est d'ailleurs pour ça que je surélève personnellement mes squats, parce que j'ai pas la souplesse de cheville nécessaire et j'ai des fémurs relativement longs, qui me rend la tâche plus difficile si je suis ici, de bien descendre jusqu'en bas, alors que là, en surélevant mes talons, j'allonge artificiellement la longueur de mes tibias, et ça me permet de descendre et d'avoir un meilleur levier plus facilement. Ok. Deuxième chose très importante, quand vous travaillez vos quadriceps, à l'opposé des ischios, où les ischios justement, si je voulais faire un soulevé de terre, je voulais soulever quelque chose, ce serait mes pointes de pied ici. Pas forcément pour étirer mes pieds ou mes mollets, parce que ça sert à pas grand chose, mais ça me permet d'avoir mon poids de corps sur les talons, et donc de pousser mon bassin sur l'arrière. À l'inverse, les quadriceps, je vais avoir mon poids de corps sur les pointes de pied. Davantage sur les pointes de pied, et moins sur les talons. Et avoir ça, justement, ça me permet deux choses, d'avoir surélevé les talons, donc n'hésitez pas à le faire. Surélever les talons, ça me permet d'avoir un tibia qui est plus long, artificiellement, donc d'avoir un meilleur levier pour descendre plus bas, parce que plus on a les tibias longs, plus on a les fémurs courts, plus la flexion se fait facilement, et plus on a l'inverse, plus il y aura du bassin qui va s'ajouter, parce qu'il y a tellement de longueur ici que ça va être plus compliqué. Donc non seulement ça me permet d'avoir un meilleur levier parce que ça augmente la longueur de mes tibias artificiellement, donc je descends plus bas, mais également ça me permet de mettre davantage de poids de corps sur mes pointes de pied, et donc de partir davantage sur l'avant, et donc d'avoir plus de tension sur mes genoux, plus que sur mon bassin. Parce que si je mets mon poids de corps sur l'arrière, le premier truc qui va être engagé dans le squat, ça va être mon bassin. Alors que si j'ai mon poids de corps vers l'avant, c'est mes genoux pardon, qui vont partir vers l'avant. Vous voyez, il faut être légèrement penché vers l'avant, pas prêt à tomber, mais légèrement plus sur l'avant. Pareil sur la presse, pareil sur les fentes, etc. Ça permet d'éviter de inconsciemment engager mon bassin. Parce que si je pars sur l'arrière, là, sur les talons, vous voyez, j'ai beau avoir les talons surélevés, si j'ai mon poids de corps sur les talons, c'est mes fessiers, mes hanches qui engagent. Alors que là, si je suis sur l'avant, et c'est mes pointes de pied qui me retiennent de tomber en avant, bam, je suis sur mes genoux là, ok. Au niveau de l'amplitude, vous pouvez vous montrer assez explosif, sauf que c'est un mouvement de force sur la montée. Donc
bam, exploser. Par contre la descente, gardez une bonne négative, toujours 3 secondes. Hop, peu importe l'amplitude que vous avez, que ce soit 90 ici, ou alors complète, contrôlez toujours bien la descente, c'est là où on fait le plus de dégâts, surtout si vous chargez très lourd. Et la montée, vous voulez l'avoir plus explosive. Bam. Cherchez à voir si vous le pouvez avec l'amplitude, de sentir que vous étirez fort ici, là, et que vous rebondissez. Ok. Parce que comme je l'ai dit, l'important ici, c'est pas de chercher une bonne contraction verrouille ou un bon verrouillement des genoux en haut, c'est vraiment de sentir l'étirement et de surcharger cet étirement. Bam. Et restez le plus sous tension possible. Évitez les reps où vous attendez 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 16 secondes, 8 secondes, et vous réamorcez. Ça, on peut le faire sur la toute fin d'une série, sur une poignée de reps, mais pas sur toutes les reps de toute la série. Comme sur n'importe quel mouvement, vous voulez... C'était dur. Comme sur n'importe quel mouvement, vous voulez faire un maximum de reps sous tension, exactement comme j'ai fait là. 3 secondes de négative ou plus, ou moins, mais dans ces eaux-là. Une montée qui est explosive, idéalement. Ça vous permet de driver un bon influx nerveux et de continuer à bien performer, surtout quand c'est lourd. Tant que c'est contrôlé, on peut être explosif et contrôlé. Contrôlé, ça veut dire forcément être lent. Donc, vous voulez avoir cette descente-là, cette tension-là, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, et seulement 1, 2, voire 3 reps derrière. Sur la fin de la série, vous pouvez temporiser un peu en haut et réamorcer des reps et temporiser un peu en haut. Mais il faut pas que vous temporisiez 10, 15, 20 secondes entre les reps, parce que là c'est limite un rest pause, là c'est limite une pause complète, parce que la tension est la plus forte sur le bas du mouvement, donc quand vous êtes tout en bas, donc quand vous êtes en haut, vous vous reposez un peu, donc au final c'est facile de temporiser, surtout avec les machines, les barres guidées, tout ça, enfin surtout les machines, les hack squat, où on peut être un peu en appui, non seulement vers le haut, mais contre le dossier, à attendre, donc temporisez pas trop, faites-vous mal comme je vous l'ai dit. Cherchez pas à écouter votre corps qui vous dit attends, respire, 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 respire. Même si vous manquez de cardio, c'est pas grave, vous vous adapterez au bout d'un moment, mais enchaînez bien. Voilà, cherchez pas à marquer des gigapauses entre les reps. Du coup, deuxième exo très intéressant qui perd un petit peu en surcharge vis-à-vis du squat parce qu'on perd en stabilité, étant donné qu'on se rend latéral, ça va être les fentes. Alors les fentes, il y a plein de façons de les faire. Fente statique avec un pied qui vient, qui revient, où on appuie sur un pied, il y a la jambe qui va vers l'avant, vers l'arrière, ou alors marcher. Moi j'aime beaucoup marcher, parce que moi on peut facilement ouvrir le pied vers l'extérieur à chaque fois et donc gagner plus d'adducteurs. Donc là je vais vous montrer juste les fentes pour les quadriceps, du coup toujours axé là-dessus. Alors que vous le fassiez à la barre, aux haltères, peu importe, c'est la même chose. On veut un écartement qui est pas trop large, sinon il n'y aura pas une grosse flexion de genou. On veut un écartement qui est assez serré sans trop l'être, sinon là c'est un squat unilatéral. Donc ici, moi je trouve que c'est bien. Même logique que le squat, j'ai mon poids de corps sur la pointe de pied majoritairement. Et quand je vais descendre, je vais pas seulement descendre à la verticale, sinon j'ai peu de flexion de genou, ou pas assez, mais je vais partir vers l'avant et descendre. C'est vraiment ça la logique. C'est à la fois je vais vers l'avant et à la fois je descends. Donc on mixe un peu les deux et on les fait en même temps. Donc je descends en partant vers l'avant. Boum. Et vous voyez, mon autre pied, il vient pas rebondir contre le sol, jamais. Ça c'est de la triche. Je m'arrête juste avant, bam, et j'ai le genou qui part vers l'avant, paf. Et mon buste il reste plus droit possible, je regarde devant moi, parce que si tu regardes le sol comme j'ai fait là, bam, direct je sens sur les fessiers parce que j'ai le buste penché. Et comme on le veut, sur les quadriceps, c'est garder, que ce soit le squat ou n'importe quel autre mouvement, garder le buste le plus droit possible, et pour maximiser justement la flexion de genou, parce que plus j'ai le buste penché, moins j'ai de flexion de genou, plus j'ai le buste droit, plus j'ai de flexion de genou. Le corps justement il va s'adapter, donc je vais regarder devant moi pour rester droit. Donc jamais cette volonté d'avoir le bassin qui part en premier, ni le poids de corps sur les talons majoritairement, sinon je vais partir sur l'arrière et je vais me pencher, vous le voyez, tout se rejoint. Donc poids de corps sur les pointes de pied, je pars vers l'avant, buste le plus droit possible, et concentré sur la flexion de genou. Les autres variantes ensuite, c'est simplement d'aller soit en statique vers l'avant et revenir et échanger, ou alors tout faire d'un côté, ou alors simplement rester sur une jambe et remonter. Mais sinon celui-là, c'est plus utile pour justement surcharger les fessiers parce qu'on vient réamorcer avec la hanche à chaque fois. Donc du coup là je mets plus de tension sur les fessiers. Alors que celui où on va vers l'avant, bah souvent on vient pousser le genou, donc souvent c'est plus intéressant pour les quadriceps. Autrement, statique, j'aime bien le faire comme ça, une jambe pied l'autre, ou alors comme je vous l'ai dit, marcher, parce qu'à chaque fois qu'on marche, on peut ouvrir le genou vers l'arrière comme ça, enfin vers l'extérieur. Et donc taper davantage dans les adducteurs et faire un petit peu d'une pierre deux coups, vu que comme on l'a vu, plus j'ai un écartement large, plus je sollicite mes adducteurs. Donc pareil, si je fais des fentes et qu'à chaque pas j'ouvre et je reviens, dans tous les cas je me recentre à chaque fois. Et là ça devient aussi intéressant pour les adducteurs. Donc voilà pour les fentes, c'est un petit peu les mêmes conseils pour le squat bulgare. Je vous rappelle, le squat bulgare c'est celui où vous avez
le pied surélevé, comme ça, et vous descendez, bon, moins surélevé que là. Là aussi, c'est très intéressant de ne pas se laisser aller avoir un écartement qui est trop large, sinon justement on va trop partir avec le bassin, et pas non plus quand on a le pied surélevé, parce que ça va être plus compliqué de bien avoir la flexion genou super basse, parce qu'on se retrouve avec un pied surélevé, donc ça va falloir faire attention à ne pas avoir un écartement trop large aussi, ok. Et à ne pas justement se pencher et regarder le sol, parce que pareil, ça change complètement la position, c'est pareil pour tous les mouvements. Donc voilà pour les fentes, on va passer à la presse ou les extensions. Alors maintenant la presse, alors là on va prendre pour l'exemple une presse inclinée, mais quoi qu'il arrive, peu importe la presse, qu'elle soit horizontale, inclinée, verticale, mais si la verticale je déconseille parce que justement il y a trop de mouvements de bassin, on ne peut pas ancrer son bassin et stabiliser comme ici. Presse horizontale ou presse inclinée, presse unilatérale convergente, peu importe, c'est toujours un petit peu le même conseil parce que c'est toujours une question de positionnement du tronc vis-à-vis des jambes. Ok, plus ou moins elles seront inclinées si on fait la presse inclinée, elles seront plus ou moins horizontales si on fait la presse horizontale. Donc c'est quoi qu'il arrive, c'est un peu la même chose. Donc, premièrement déjà, c'est le banc, qu'est-ce qu'on en fait parce qu'on peut le régler, comme on le voit. Alors, soit on va pouvoir l'allonger le plus bas possible pour chercher une plus grande amplitude, parce que ça va un peu libérer notre bassin. On aura moins le bassin, contrairement à un banc qui est relevé au max ici, on aura moins le bassin qui va freiner justement l'amplitude. Si on le descend très bas, justement, on aura plus une ouverture de bassin et une liberté de hanche qui va nous permettre de descendre bas et d'avoir une grosse amplitude. Moi, je vois la presse, et c'est comme ça que je vous recommanderais de la voir, comme un mouvement à forte tension de contraction, de toute façon ça en est un, et justement de ne pas chercher un étirement dessus. Alors vous le verrez sur Insta, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, certains qui font la presse, et c'est pas mauvais, et certains qui font la presse justement en cherchant un étirement maximal et en faisant une grosse amplitude. Premièrement, c'est pas inintéressant, mais moi je vois la presse de manière générale dans beaucoup de contextes, pas dans tous les contextes, mais dans beaucoup de contextes, comme justement j'ai pas les hanches engagées, donc je me concentre sur la flexion de genou, et comme je suis stable et que j'ai une petite amplitude, je peux me permettre de beaucoup charger. Donc un mouvement où justement je peux charger très lourd en me départissant du bassin, mais en perdant d'amplitude. C'est ces points-là qu'il faut voir. Premier point, plus de flexion de genou, concentré que là-dessus. Par contre, moins d'amplitude. Et troisièmement, pas le bassin engagé, donc ça me permet de me concentrer bien sur mes quadriceps. Donc que ce soit pour démarrer un travail de quadriceps avant un squat ou des fentes et justement bien sentir les quads si on a du mal à les sentir sans avoir le bassin qui est engagé, c'est intéressant. Sinon, ça peut aussi poursuivre un effort de justement un squat ou des fentes ou du squat bulgare où le bassin et les genoux étaient engagés pour poursuivre vraiment le focus sur les quadriceps parce qu'il n'y a plus les hanches, il n'y a que les genoux sur la presse et donc ça peut faire un deuxième travail qui justement permet de se départir du bassin, d'avoir un cadre guidé, de simplement faire les quadriceps. Donc pour le positionnement du banc, vous ne prenez pas la tête. Moi je conseille de le mettre un juste milieu. Donc ici, ok, ni trop bas pour pas forcément chercher à perdre en stabilité du bassin, parce que plus il est haut, plus on a le bassin ancré, donc moins d'amplitude, mais plus on est stable. Plus il est bas, moins on a instabilité sur le bassin, par contre, plus on peut descendre bas. Je conseille un juste milieu, parce que, je vais même le remonter un cran, parce que la presse, je veux quand même que vous le gardiez en tête, comme dans 90% des cas, un exercice où je mets lourd et j'ai la flexion de genou. Donc je vais vous montrer simplement comment faire. Donc, rien de mystique, hein. C'est un petit peu comme sur le squat, les fentes, niveau tempo. Alors déjà, pour s'installer, toujours ancrer le bassin d'abord, ok. D'abord les fesses bien dans le creux, ensuite je pose le dos, je pose les pieds, et là je suis calé. Pas de... je m'assois un peu à la zob, je pose mes pieds, puis ensuite mon bassin là il est pas stable, et à tout moment quand ça descend, mon bassin décolle. Non, on veut mettre lourd, on veut être stable, donc quand je m'installe, je mets mon bassin déjà bien dans le siège, je pose, je mets les pieds, et là, je serai bien stable, ok? Donc, au niveau de l'amplitude, ça va dépendre de chacun, et comme je vous l'ai dit, si vous voulez descendre vraiment bas, ce qui va se passer, c'est que déjà, on va mettre moins lourd, évidemment, et vous allez, selon votre morphologie, plus ou moins avoir le bassin qui va bouger. Et comme je vous l'ai dit, en général, on veut raisonner avec la presse en se disant, c'est mes genoux, et pas forcément le bassin qui va être engagé. On veut justement cette spécificité-là sur ce mouvement-là. Sinon, tous les mouvements de jambes n'ont pas forcément de différence. Donc, il y a une chose à comprendre, c'est que de 1, soit je descends bas et j'ai le bassin qui risque de décoller, soit, selon ma morphologie, ça va différer aussi, parce que, en fait, le ratio entre mes tibias et mes fémurs, comme au squat, va dicter justement ce que je suis capable ou non de faire à la presse. Et sur n'importe quel mouvement de jambe. Plus j'ai les tibias courts et plus j'ai les fémurs longs, proportionnellement parlant, plus justement descendre très bas, sans bouger le bassin, ça va être compliqué. Souvent, pour libérer l'amplitude, je vais devoir libérer le bassin. Plus j'ai les tibias longs et les fémurs courts en proportion, ok, plus ça va être facile de descendre très bas. Par exemple, c'est pour ça qu'au squat, justement, quand je disais, j'allongeais la longueur artificiellement de mes tibias avec un disque, parce que ce que ça faisait, c'est que ça surélevait mes talons,
ok. Et ce que ça faisait, c'est que ça allongeait donc la longueur de mes tibias vis-à-vis de mes fémurs, et donc descendre bas était beaucoup plus facile. Vous voyez, là, je décolle simplement les talons sur la pointe des pieds, là, pour vous montrer ce que ça faisait si j'avais les tibias plus longs. Et ce qui se passe, c'est que là, je peux descendre très bas, très facilement. Par contre, si je repose mes talons contre la presse, et je fais mon amplitude normale, ma morphologie normale, je peux pas descendre aussi bas sans décoller mon bassin, ok. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, pour la hauteur des pieds, la largeur des pieds, ça, comme on l'a vu, ça va dépendre du travail que vous voulez. Mais globalement, l'amplitude doit rester convenable et celle dans laquelle vous êtes à l'aise, qu'il faut pas mal garder de la stabilité et de la force, et non pas forcément chercher à étirer ou à sortir de ça. Ok, profitez de la presse, franchement, dans la majorité des cas, pour surcharger lourd et avoir que de la flexion de genou, vous concentrez là-dessus et justement pas avoir les hanches qui sont sous tension. Ok. Au niveau du tempo ensuite, c'est exactement comme le squat, comme les fentes, ce que je vous recommande. Une bonne négative, 3 secondes minimum, boum, remontez. Et quand on remonte, on verrouille pas les genoux complets, même si vous pouvez vous le permettre au vu de votre genou. Verrouillez ici, là le genou il est légèrement tendu, vous voyez, pas tendu complet, légèrement tendu. Comme ça vous gardez de la tension, et en plus vous protégez vos genoux, et vous allez avoir une bonne contraction quand vous êtes ici. La contraction complète, elle vous met trop en danger, simplement. Soyez proche du lockout, du verrou des genoux, mais les verrouillez jamais complet. Et là, vous pouvez contracter bien les quads, parce que au squat, on voulait surtout sentir un gros étirement et surcharger cet étirement-là. Là, on veut surtout accéder à une très bonne contraction, parce qu'on peut se concentrer dessus. Okay. Donc, niveau tempo, moi j'aime bien faire très lent, en profiter, d'être bien calé, mettre bien lourd, et faire très lent, et contracter, et remonter assez explosif. Bam. Comme le squat, sous tension. Je vais pouvoir marquer, comme c'est un exercice à forte tension de contraction, peut-être un petit en haut comme ça, mais redescendre tout de suite après. Et les dernières reps, on peut les grind en étant là. Quelques secondes, et je repars. Bam. Quelques secondes. Je me tiens toujours aussi un point important dans le siège. Comme ça, j'ai pas le bassin qui risque de remonter. Je me tiens en siège. J'attends quelques secondes. Je réamorce en contrôle. Et la seule chose qui peut changer sur la dernière rep, c'est la montée et rien de plus. Mais dans l'idéal, je garde mon tempo, même sur les reps difficiles. Ok, je garde mon exécution, mon amplitude, la même chose. Et j'essaye d'enchaîner au plus et de prendre le moins de temps de pause. Pas de pause café, les gars, entre les reps. C'est une série, c'est pas un rest pause. Bon les gars, on va conclure avec le leg extension pour un peu les 4 grandes façons de travailler les quadriceps, parce qu'après tout ce qui dérive de ça, comme je le dis, c'est des variantes. Alors le leg extension, déjà, avant de commencer l'exécution ou quoi, celui-là il est assez simple. Hein. Comment on se place? Alors déjà, on peut régler ici le pad pour les jambes, du coup, pour les tibias. Alors, où est-ce qu'on va le placer? Quand je vous dis, c'est très simple. Tout ce qu'on veut, c'est que dès lors qu'on est sur la machine, il arrive ici, là. Tout simplement. Pas sur le pied, sinon ça met la pression sur les chevilles, on n'est pas stable. Pas trop haut, même si ça peut se faire. Mais en général ici, ou alors vraiment dans le creux de la cheville. Donc on va chercher à le régler là. Ok. Bam. Comme ça ici, là, je suis bien, je suis stable. Et ça suffit largement. Ok. Ensuite, on peut régler aussi le siège, d'avant en arrière. Là, rien de bien compliqué, je veux simplement avoir bien le genou dans le creux. Je veux pas être trop loin ici, sinon là, j'ai pas d'amplitude, pas de flexion de genou. Je veux pas non plus être trop là, sinon j'ai pas beaucoup de stabilité. Un bon entre-deux, vous jaugez. Personnellement, je mets au deuxième cran, vous jaugez, simplement, vous avez bien le genou dans le creux et vous êtes tranquille. Ensuite, hop, on vérifie qu'on est bien stable niveau là. Je pourrais même le baisser un petit peu, en réalité. Et comme je vous l'ai dit, sur le creux de la cheville ou alors un petit peu plus haut. Bam, je baisse et je vais remettre au cran le plus bas pour avoir les quadriceps les plus étirés en position de départ. Je garde mes genoux pas sur l'extérieur, pas sur l'intérieur, juste parallèles. Et c'est guidé par mes pieds qui sont aussi parallèles. Pas de pied vers l'intérieur, pas de pied vers l'extérieur. Tout est aligné parallèle. Pour la majorité des cas, c'est parfaitement bien. Il faut que ça soit naturel pour vous aussi. Il ne faut pas que vous ayez l'air d'être rentré vers l'intérieur, mais simplement les deux pieds parallèles. Ça guide l'orientation des genoux. Hein. Ça marche un petit peu ensemble, même si on peut avoir un peu les pieds qui partent dans tous les sens. Ayez tout aligné, comme ça vous êtes dans l'axe de votre articulation. C'est un exercice simple d'isolation mono-articulaire dans lequel on va simplement faire ça. Okay. Pour ce qui est ensuite de l'amplitude, simplement chercher à aligner, mes fémurs, donc mes cuisses, mes quadriceps, mes fémurs avec mes tibias. Chercher à faire une ligne là, et simplement du coup accéder à une bonne contraction ici maximale, et redescendre et tirer ici à 90 degrés, ok, et remonter aligné, bam. Alors, ensuite, un truc, un peu comme à la presse,
c'est bien de se tenir pour garder les hanches, justement. Pas se tenir ici, mais se tenir un petit peu... Enfin, en fait, servez-vous des poignets, mais tenez-vous un petit peu vers l'avant. C'est-à-dire que vous groundez pas perpendiculaire au sol. Ok, cherchez pas à vous tenir comme ça. Tenez-vous ici, comme ça vous êtes bien stable. Vous allez un peu plus vers l'avant. Bam. Et là, vous êtes beaucoup plus stable dans ce que vous faites, plutôt qu'ici où je trouve il y a moins de stabilité. Là, au moins, on est proche du point de tension. Ok, donc bam ici, je me tire, et je fais mes reps. Au niveau du coup du bassin, je vais éviter de trop le décoller ou d'être comme ça. En réalité, même si j'ai le bassin qui est un peu libre et que je viens aligner tibia-fémur, en réalité le travail est pas trop mal. Moi ce que je conseille quand même c'est de garder la stabilité parce que si vous progressez jusqu'à mettre tout le stack ou très lourd, c'est mieux d'être stable et de bam remonter, d'être bien sur les quadriceps, c'est d'avoir un mouvement bien strict. Ok. Niveau tempo après rien ne change, hein. Boum. Ici je conseille de marquer un peu plus la contraction et de redescendre. Pas forcément très longtemps, hein, mais simplement prendre le temps de la sentir. Bam. Redescendre sur 3 secondes, 4 secondes. Bam. Contrôler. Remonter. Vous pouvez même exploser un peu comme je fais là quasiment. Pour bien chercher le pic de contraction sans parce que beaucoup le font, sans amorcer avec votre bassin. Vous voyez? Là j'ai mon bassin qui est fixé. Il n'y a que mes genoux qui viennent bouger le poids. Vous voyez, même à force de le faire tellement bien, j'ai du mal moi-même à vous le mimer, mais il n'y a pas de bassin qui vient driver le truc. C'est vraiment, je suis fixé, c'est que mon tibia qui vient bouger. Ça c'est immobile, ça c'est immobile. Boum. Et pareil, je garde sous tension. Et si jamais je veux faire des reps en plus, je vais pas reposer le poids. Je vais me reposer ici, mais le poids est, vous voyez, je suis sous tension là, j'ai pas reposé la charge. Vous voyez, je repose pas le poids. Boum. Parce que si tu reposes le poids, tu brises un peu la série. Donc c'est important justement de garder la tension si vous voulez temporiser un peu sur les 2-3 dernières reps, mais pas sur les 5, 6, 7, 8 dernières reps. Ok. Pareil, enchaînez, sous tension, explosez bien sur la montée, marquez un petit temps de contraction et redescendez en contrôlant. Ok. Faites du dégât. Cherchez pas le confort. 5e point, la fréquence d'entraînement. Alors, quelle fréquence d'entraînement adopter pour les quadriceps? Quelle est la fréquence d'entraînement idéale? Est-ce qu'il y en a une? Comment gérer son volume vis-à-vis de sa fréquence d'entraînement? Volume, on va le voir juste après. La fréquence d'entraînement, déjà, il faut bien comprendre que la qualité prime sur la quantité. Ça, c'est le numéro 1. La qualité prime sur la quantité. Dans absolument tout dans la vie, mais en particulier dans la programmation d'entraînement pour un muscle, pas que pour les quadriceps, mais notamment pour un muscle. La qualité prime sur la quantité. Comme on l'a vu juste là, à la salle, il y a beaucoup de mouvements qui sont trop souvent massacrés et je veux vraiment qu'après cette vidéo-là, que vous soyez coach et vous gérez vos athlètes, que vous alliez justement checker leur exécution, prenez le temps de checker leur exécution, le tempo et l'intensité qu'ils y mettent comme on l'a vu, et ensuite, maximisez le volume dans une première séance dans votre roulement d'entraînement, ok, une première séance dans votre roulement d'entraînement, que ce soit sur la semaine ou alors que ce soit dans un cycle de 5, 6, 7, 8, 9 jours, 10 jours, peu importe le format, peu importe le type de cycle, une première séance quadriceps. Même si vous faites les quadriceps, ou vous leur faites faire les quadriceps tous les 8, 9, 10 jours, tous les 7 jours, tous les 6 jours, commencez par une première séance dans le roulement. Et pas plus, ok? Et ensuite, on va dériver vers un rappel, vers 2 séances. Mais commencez par une séance et un roulement, ok? Une séance au sein de la semaine, une séance au sein du roulement, que les 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours, peu importe. Faites une première séance que quadriceps, avec peut-être des mollets à la fin, voilà, mais que quadriceps. Assurez-vous que l'intensité, l'amplitude, le tempo, le choix d'exercice, le volume d'entraînement au sein de celle-ci est bon. Faites augmenter le volume d'entraînement avec le temps dans celle-ci s'il y a besoin. Cherchez les performances, fixez-vous des objectifs. J'ai un squat, je veux avoir un squat à 10 reps à 140. Objectif fixé, je veux avoir ça dans 4 mois. Là, j'ai un driver. Là, je vais à la salle avec une performance en tête. Là, j'avance. Là, je vais peut-être chercher plus loin dans mes recoins. Parce que beaucoup de fois, des fois, c'est ça aussi les retards. Non seulement des fois, c'est les erreurs de programmation, mais aussi des fois, c'est simplement l'intensité. Au-delà de l'erreur de programmation, du choix d'exercice, de l'amplitude, de la gestion, tout ça. Donc, une séance déjà, qualité avant quantité. Numéro 1, vraiment le plus important. Et ensuite, on dérive vers un rappel ou vers 2 séances en 70-30, 80-20, 60-40 ou 50-50. Mais
au vu de ce cheminement-là de pensée que je vous recommande déjà, avant de faire du 50-50, ça peut être inintéressant dans certains cas, faites déjà une bonne séance, qualité avant quantité, dérivez vers un 80-20 ou un 90-10, ok? Donc, votre séance plus un exo ou 2 quadriceps dans une séance ischio ou dans une autre séance qui est fait exprès. Prévoyez de la place dans votre deuxième séance jambes ischio. Faites quad et ischio, qualité dans un des deux. Et quadriceps, comme on se concentre sur quadriceps aujourd'hui, si jamais vous avez besoin de plus de volume, vous le voyez, vous rajoutez un premier exo quadriceps dans la séance ischio. Et si ça ne suffit pas, et vous avez déjà de toute façon maximisé votre première séance là, et donc vous commencez à ajouter des rappels plus loin, bah là peut-être vous augmentez le volume du rappel. Et après, et même avant et en cours, checkez toujours le sommeil, le volume d'entraînement, l'intensité, etc. etc. Checkez absolument tous les paramètres, la nourriture, est-ce que je me drive assez, est-ce que j'ai assez d'intensité, est-ce que je me fixe assez, est-ce que je prends assez en force, est-ce que je me fixe réellement des objectifs, est-ce que je m'y tiens, est-ce que j'avance assez vite, est-ce que je fais tout bien en dehors de simplement faire plus. Parce que toujours, qualité avant quantité, faites mieux. Et pas que dans l'entraînement, pas que dans l'intensité du moment, pas que en faisant les exos, mais également dans tout le reste. Sommeil, nutrition, etc. Faut jamais oublier qu'un point faible, c'est parfois pas seulement un point isolé, même si dans beaucoup de fois c'est un point isolé, mais des fois, est-ce que vous avez assez de protéines? Est-ce que vous avez assez d'apport calorique? Est-ce que vous dormez assez bien? Est-ce que vous dormez assez longtemps? Est-ce que vous prenez assez de jours de repos? Est-ce que vous avez un bon cycle d'entraînement? Est-ce que la fréquence est cohérente avec le volume d'entraînement? Qualité avant quantité dans tous vos raisonnements. Séance numéro 1, qualité d'abord, ensuite voilà, vous dérivez. Bon là je vous ai mis des ratios, mais 90-10, 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, peu importe. Mais commencez avec une séance, maximisez le volume dans celle-ci, assurez-vous que tous les feux sont ouverts, l'exécution, le choix des exos, l'intensité, et ensuite on maximise le volume, et ensuite on fait un rappel. Et ensuite, peut-être on fait plus qu'un rappel. Dernier point, répétition et volume. Ici aussi, qualité égale quantité. Qualité supérieure à quantité. C'est absolument crucial de le comprendre, là aussi, qualité supérieure à quantité. Donc dans le volume général, 2 séries par exo suffit amplement. Top set, back off set. Des fois 3, avec 2 back off set si vous voulez, ou 2 top set. Mais comme je lui ai dit, qualité avant quantité. Fixez-vous des exos, devenez fort dessus, et ensuite voyez si ça a besoin de plus de volume. Parce que souvent, prendre de la masse, ça peut parfois être un vecteur suffisant. Je prends toujours l'exemple de quand je faisais une séance jambes où je faisais du leg extension, du squat, des fentes au poids de corps, et je rentrais chez moi et j'ai jamais autant pris des cuisses parce que du coup ça me faisait mettre 220 kg, 200 kg au squat, top set, back off set, 220, 200. Et je peux vous dire, j'ai l'impression que j'avais la tête qui allait exploser sous la barre. Mais ça m'a permis de mettre ultra lourd. Et ce ultra lourd, alors évidemment il y a des paramètres, hein, j'étais pas naturel, je fais ça depuis très longtemps, j'ai progressé mes jambes avec d'autres stratégies, mais c'est toujours un exemple auquel je reviens parce qu'il est un peu extrême, il y a toujours à mettre dans son cas de figure, mais il est important à comprendre. Mais qualité avant quantité. Même si c'est pas ce que je vous recommande de faire l'extension du squat lourd et puis après des fentes au poids du corps et rentrer chez vous, même si vous pouvez rendre ça très intense, et j'ai rendu très intense, très lourd et très productif, c'est pas ça la recette. C'est pas ça la recette. Mais c'est important de comprendre. Il n'y a pas eu de truc magique. Non. C'était brutalement lourd et j'ai performé semaine après semaine, je grattais une rep. Semaine après semaine, je grattais 1 kg jusqu'à monter à 220 x 10 reps, je crois. C'est le max que j'ai fait. Et je sentais que si je mettais plus de 220, j'allais me péter un truc, donc... Qualité avant quantité. Dans le volume d'entraînement, qualité avant quantité. Ensuite, le choix des répétitions. 6-10 reps, c'est un peu le truc de base. J'aurais tendance à étendre 10 reps à quand même... non, pardon. Là, je vous parle du volume d'entraînement, pas du nombre de reps. Le nombre de reps, je vais faire une parenthèse là-dessus. Nombre de reps, quoi choisir? Est-ce qu'il y a un nombre magique? Non. On veut prioriser la tension mécanique, le lourd, avant le pump, avant le stress métabolique, qui est responsable d'une part infime de la prise de masse, qui est pas réellement même nécessaire en soi, mais que j'aime bien toujours intégrer pour plein de raisons. J'aurais tendance à dire au niveau des reps, entre 6 à 15, vous êtes bien. Et s'il y a une logique d'intégrer un peu de pump, que ça soit avant la séance, mais s'il faut faire attention à pas surfatiguer les quads pour pas faire justement compenser le corps avec les fessiers au bas du dos, ou en fin de séance pour ajouter du pump et de la production locale d'IGF-1 et un peu de circulation sanguine un peu meilleure, etc. Bon. Pourquoi pas faire au-delà de 15 reps, faire des 20 reps, faire du pump, mais le pump ça doit vraiment être 10, 15, 20% grand max de votre séance. Le principal, qualité avant quantité, c'est attention mécanique. Ok. Construisez votre base avec peu d'exos, des exos vous faites bien, des exos devenez forts, des exos qui sont bien choisis, adaptez votre morphologie avec beaucoup d'intensité, des performances qui montent, qualité avant quantité. Et ensuite, on voit s'il y a du pump. Et ensuite, et même, on voit si c'est logique. Donc au niveau du volume d'entraînement ensuite, donc les reps, 6 à 15, soyez assez large. Restez sur du lourd ou modéré. 6 à 10 séries pour commencer sur votre starter, sur votre séance numéro 1. Ok. Et ensuite, au besoin, on dérive vers 10 à 16 avec ou non les rappels. 90-10 en termes de lourd et de pump, c'est un peu ce que je disais là. Le pump en réalité, ça peut être intéressant. J'aime toujours qu'il y en ait dans mes entraînements, mais c'est pas un truc vital. C'est pas un truc absolument important. J'ai déjà pris des cuisses sans faire du pump, j'ai déjà pris des pecs sans faire du pump.
Mais j'aime bien toujours le mixer, je trouve que ça rend des fois aussi... Des fois c'est un peu dur à expliquer, hein, parce que je suis pas particulièrement convaincu que ça fasse prendre de la masse, mais je pense que des fois justement ça ajoute un peu plus de volume, ça ajoute un stimulus différent et des fois ça nous aide justement. Bref. Donc voilà les gars, voilà pour la présentation sur les quadriceps, j'espère que ça vous a aidé. C'est l'une des vidéos les plus complètes que je peux vous présenter ici je pense, ou du moins les plus longues, mais aussi les plus complètes. On a vraiment tout traité de A à Z, j'espère que ça vous a plu, comme je vous l'ai dit. Promis dans la bio comme d'hab, et commentez le prochain muscle que vous voulez voir.